Madame Sapiens, partie 1 sur 6. 11 juillet 2019, Renancourt, aux environs d'Amiens. Il est 16h30, la chaleur commence à se faire moins oppressante et un agréable vent frais vient revivifier les organismes épuisés des archéologues. L'été se fait sentir, la journée a été longue et dure et ça fait déjà une semaine que l'équipe de fouilles attachée à l'INRAP explore ce site unique en France. La municipalité de la ville d'Amiens a lancé une campagne de travaux d'aménagement urbain en 2014, mais au préalable, comme l'exige maintenant la loi, une équipe de fouilles étudie le terrain pour relever des traces potentielles d'une ancienne activité humaine. En bref, savoir si ce site ne renferme pas de vestiges archéologiques. L'endroit en question ne paye pas de mine et à première vue, mais ne semble offrir pas grand intérêt. Et pourtant, la Terre conserve dans ses entrailles, vous le savez, un site exceptionnel, un campement de chasseurs-cueilleurs paléolithiques vieux de 27 000 ans ici. L'équipe de fouilles l'a rapidement appelé la Pompéi du Paléolithique, car le temps semble s'y être arrêté. Tous les objets utilisés par les anciens occupants des lieux sont restés en place, là où ils ont été déposés. En clair, un site à préserver de toute urgence. Les plans d'urbanisme sont modifiés, les fouilles peuvent continuer. Le campement livre progressivement ses secrets. Mais il gardait encore précieusement tout au fond de ses entrailles un véritable trésor. Tout à coup, la pioche d'une jeune étudiante touche un objet dur. Elle le dégage délicatement du sol, la prend entre les mains, l'observe et appelle aussitôt le responsable des fouilles. « Monsieur Paris, venez, j'ai trouvé quelque chose, je crois que c'est important. » Le jeune chercheur, Clément Paris, accourt immédiatement et quand ses yeux se posent sur l'objet que brandit l'étudiante, il manque de défaillir. Quelque chose d'important. Le mot est faible, c'est merveilleux, c'est exceptionnel, parce que l'objet qui surgit comme ça des sables de Picardie n'est autre qu'une de ces figurines féminines que les préhistoriens du 19e siècle ont surnommées Vénus. Celle-ci, haute de 6 cm, est réalisée entièrement en craie. Une Vénus, une première en France depuis plus de 60 ans. Le jeune chercheur peine à contenir son émotion et sa joie, mais il n'a pas encore tout vu. Ce campement cache une autre surprise. Un atelier de fabrication de Vénus, carrément, renfermant encore une quinzaine de statuettes terminées, inachevées ou simplement ébauchées. C'est unique, c'est spectaculaire, c'est exceptionnel. Les archéologues viennent de faire une entrée fracassante au temps de l'ère glaciaire, dans la période du Gravétien, qui s'étend de 28 000 à 22 000 ans. Clément Paris n'arrive pas à détacher son regard de la statuette. Il l'admire et il ne peut s'empêcher de penser non pas aux hommes préhistoriques, mais à toutes les femmes du Paléolithique qui, par le biais de cette Vénus, se retrouvent sur le devant de la scène. Mais qui étaient-elles, ces femmes de la préhistoire ? Des créatures fragiles, harcelées par une ribambelle d'enfants et soumises à la toute-puissance du chasseur ? Ou au contraire, des femmes libres, fortes et pleinement intégrées dans le clan ? La question mérite d'être posée. La préhistoire s'est longtemps effectivement écrite au masculin. Devenue une discipline à part entière autour de 1860, elle était censée représenter un mode de vie originel et immuable, celui de la société occidentale du 19e siècle. La femme préhistorique a alors été négligée, oubliée. Les préhistoriens, uniquement des hommes, imaginaient la femme préhistorique comme une créature sans défense, effrayée, placée sous la protection et la domination d'hommes chasseurs, musclés, surpuissants et virils. Madame Sapiens, c'est la nouvelle émission de Timeline, 5000 ans d'histoire. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Lorsque la fin du XIXe siècle voit apparaître les voluptueuses statuettes féminines, les archéologues ne voient en elles que des figures de la déesse de la fertilité. Leur forme généreuse, leurs seins surdéveloppés, la vulve bien visible ont nourri nombre de fantasmes, vous l'imaginez. La femme a été naturellement oubliée du grand livre de la préhistoire. Réduite au rang d'éternelle mineure, la femme pécheresse était considérée par les hommes de la Troisième République comme dangereuse, pernicieuse. Cette créature diabolique devait être étroitement surveillée de sa naissance à sa mort, passant successivement de la tutelle de son père, de son mari et de ses fils.
Les premiers préhistoriens sont alors persuadés que le monde fonctionnait déjà de cette manière au temps de nos ancêtres. Dans la société du 19e siècle, les choses sont claires, elles sont nettes, la femme reste à la maison. Ce sont les hommes qui jouent un rôle économique et social important, donc tout naturellement, on a pensé qu'il en allait de même au Paléolithique. L'homme chasseur qui fait avancer l'humanité grâce à la chasse de grands mammifères, tandis que la femme, gardienne du foyer, s'occupe fatalement des enfants. Les représentations muséales, les représentations ludiques également diffusent les préjugés du moment et contribuent forcément à médiatiser ces idées réductrices. Au moment de l'exposition universelle qui se tient à Paris en 1889, vous avez 32 millions de visiteurs qui peuvent admirer un stupéfiant et même effarant, je dirais, diorama soi-disant réaliste. Le célèbre homme de Cro-Magnon se retrouve entouré de 2 femmes, certes ravissantes, aux allures de mannequins et habillées d'une simple jupette, laissant leur poitrine offerte au regard de tous. Les artistes pompiers, détenteurs du bon goût de l'art officiel, s'emparent du sujet et des clichés répandus par les chercheurs. Dans les années 1880, la scène de vie préhistorique devient un genre à la mode. Les tableaux à l'huile de grande taille offrent alors une vision misérabiliste des communautés humaines du passé. Des personnages simiesques, affublés forcément de haillons, se blottissent les uns contre les autres et luttent pour leur survie. Dans ces scènes de vie quotidienne, la femme est représentée comme craintive, soumise à la protection masculine pour sa subsistance et elle regarde son protecteur avec un regard souvent admiratif ou alors suppliant, le plus souvent assailli par une ribambelle, je le disais tout à l'heure, d'enfants qui embarrassent ses mouvements et la cantonnent à la sphère domestique. Les artistes veulent transmettre les valeurs de la bourgeoisie de l'époque, la femme au foyer et la mère aimante. Les artistes académiques marquent durablement l'esprit du grand public. On va citer notamment La chasse préhistorique ou Les 2 mères de Léon-Maxime Fèvre et Rapt à l'âge de pierre de Paul Jamin. Ces images s'imposent en fait dans l'imaginaire des cinéastes jusqu'à forger des scénarios stéréotypés des films du XXe siècle. Par exemple, le long métrage de Buster Keaton, Les 3 âges, qui sort en 1923, ouvre le bal des clichés populaires sur la femme de la préhistoire, même si le propos évidemment est ironique et critique à l'égard des mentalités des hommes de son temps. La femme, alors, y apparaît frêle, trop maquillée, bien sûr, habillée d'une simple peau de bête, et se laisse traîner carrément par les cheveux dans sa grotte comme du bétail ou un simple objet. En 1950, la femme devient blonde peroxydée, sensuel objet du désir, peu vêtue toujours, régulièrement sexualisée. Le summum, alors, est incarné par le mannequin et sexe symbole Raquel Welch dans le film 1 million d'années avant Jésus-Christ de Don Chaffee, qui est sorti en 1966. L'érotisation de la femme préhistorique y est poussée à son paroxysme. Mais vous l'avez compris, dans ces films, le héros est un homme surpuissant et bien viril, et les comédiennes sont choisies selon les critères de beauté du moment. Voilà l'image que des générations et des générations ont ingérée dès l'enfance. Une femme préhistorique à moitié nue, entourée d'enfants donc, qui attend dans la grotte, j'ai l'air d'insister, l'air inquiet ou apeuré le retour des chasseurs. Proie idéale des hommes, elle est reléguée aux tâches reproductrices, maternelles et domestiques, considérées comme subalternes, tandis que les activités forcément masculines sont dites nobles et sont mises en avant, chasse, pêche, taille des outils et des armes, etc. Il s'agit donc bien du modèle de la famille occidentale, je répète, du 19e siècle, un modèle nucléaire, monogame et patriarcal. Et on ne compte plus les docu-fictions ou les documentaires qui sont censés être fidèles à la réalité et qui se conforment toujours à cette vision. Ils enracinent, si vous voulez, l'idée que les femmes n'ont joué aucun rôle dans l'évolution technique et culturelle de l'humanité. Cette vision se révèle peu réaliste en réalité par rapport aux connaissances scientifiques actuelles sur le sujet. Il manquait du coup un portrait rigoureux qui s'appuierait sur les sources archéologiques, tout en tenant compte des données ethnographiques. Je vais y revenir. 2 hommes, Thomas Siroto et Éric Pincas, aidés de Sophie de Beaune, professeure à l'université Jean Moulin Lyon 3, se sont lancés dans une véritable enquête, c'est vraiment le mot, pour démêler le vrai du faux et pour rendre à la femme préhistorique sa véritable place, en tout cas la place la plus juste possible, dans l'aventure de l'humanité.
Leur méthode, étudier tous les indices archéologiques, qu'ils soient directs ou indirects, qui peuvent nous renseigner sur la place des femmes dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Ils s'intéressent aux ossements humains, aux objets qui accompagnent les défunts dans la tombe, les empreintes, qu'elles soient par exemple des empreintes de pas qui sont laissées fortuitement dans les grottes, les mains également appliquées sur les parois et les vestiges matériels des activités techniques. Et se dévoile alors, devant nos yeux, un portrait saisissant, surprenant, voire même déroutant, par rapport à tout ce que je vous ai raconté, de la femme de la préhistoire, que nos enquêteurs ont surnommée Lady Sapiens, et que j'ai surnommé moi Madame Sapiens. Les résultats ont été présentés dans un ouvrage complet, clair et précis, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais donc j'y reviens, Lady Sapiens, enquête sur la femme au temps de la préhistoire. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description.